Le titre, tentative d'enlèvement ou pas, en tout cas le secrétaire général de la CGTB peut compter sur les militants de la Confédération générale du travail du Burkina. Ils se sont rendus à son domicile tôt ce matin pour établir un filet de sécurité, disent-ils, face à des éléments non identifiés présents sur place. La mobilisation continue en ce moment même chez Daouda Diallo. Dans ce journal également, nouvel organigramme au sein du Conseil supérieur de la communication. Les 9 nouveaux juges ont officiellement prêté serment devant le Conseil constitutionnel ce lundi. Ils disent mesurer la complexité de la tâche qui les attend dans ce contexte de crise sécuritaire. Et puis, il faut sauver le soldat Air Burkina. La compagnie aérienne est confrontée à l'une des pires crises de son histoire. Presque tout manque, même les avions. Le ministère en charge des Transports est à pied d'œuvre pour remédier à la situation. Et c'est la chronique courte de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. La CGTB parle d'une tentative d'enlèvement. Les militants se sont réunis au domicile de leur secrétaire général pour faire barrage à la manœuvre. Très tôt, l'alerte donnée, finalement, 3 personnes auraient été amenées par des éléments non identifiés. La tension était chaude sur place. Bamori Traoré, Nadège Thiem Touré, Roméo Koyeta. Le domicile de Moussa Diallo ce lundi 29 janvier 2024. Le secrétaire général de la CGTB, la Confédération générale du travail du Burkina, vient d'échapper à un enlèvement ou une arrestation arbitraire, d'après ses partisans présents à son domicile. Ils sont militants et sympathisants de la CGTB et ont répondu à ce SOS lancé sur la page Facebook de Moussa Diallo tôt ce lundi matin. Bonjour. Pendant que je m'apprête à aller au procès ce matin, on m'informe que ma cour est encerclée par des policiers. Ils sont en train de forcer la porte de la cour. Aucune notification ne m'a été faite pour le moment. Donc, suite à la publication dont nous sommes arrivés, effectivement, les informations que nous avons eues auprès des camarades qui étaient venus pour lui rendre visite et aussi de ses frères, effectivement, ils ont confirmé qu'il y avait des éléments en civil. Il y avait 2 qui portaient la tenue de la police et effectivement qui cherchaient à rentrer à l'intérieur de la cour. Donc, les camarades et ses frères ont demandé à ces derniers de se présenter. Ils ont refusé. Donc, eux aussi, ils ont dit dans ce cas, ils n'auront pas l'accès à la cour. Eux, il nous revient qu'ils sont partis avec 3 éléments. Et aucun document aussi, comme ils ont refusé de se présenter, ils n'ont pas présenté un document aussi, ou encore une note des autorités judiciaires, encore des autorités de la police concernant le cas de notre secrétaire général. Donc, nous estimons que c'est un enlèvement. Les informations que nous avons reçues, il y a 3 camarades qui sont partis avec, mais avec la mobilisation et le soutien des uns et des autres, notre camarade secrétaire général n'a pas pu être enlevé. Et nous sommes là ce matin pour lui apporter notre soutien. Le secrétaire général de la CGTB serait en lieu sûr, d'après ses partisans. Cependant, 3 des soutiens de Moussa Diallo qui empêchaient la police d'accéder à son domicile ont été arrêtés et conduits vers une destination inconnue. Et pour être complet sur ce sujet, sachez qu'au moment où on parle, la mobilisation continue au domicile de Moussa Diallo, le secrétaire général de la CGTB. C'est donc le statu quo. Ils seront les tout premiers animateurs du nouvel organigramme du Conseil supérieur de la communication. Les 9 nouveaux conseillers du CSC nommés en milieu de semaine dernière ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel ce lundi. Ils le savent, leur rôle sera très déterminant dans un contexte de crise sécuritaire où l'information et la communication demeurent des variables très importantes. Benjamin Kwame. Face aux membres du Conseil constitutionnel, 9 nouveaux conseillers nommés le 25 janvier dernier. Ces hommes et femmes prêtent à tour de rôle serment devant les représentants de la loi fondamentale burkinabé pour respecter les dispositions légales en la matière. Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir la fonction de membre du Conseil supérieur de la communication en toute indépendance et impartialité, de façon digne et loyale,
et de garder le secret des délibérations. Ils ont ainsi quitus désormais pour exercer pleinement les fonctions de conseiller au sein du Conseil supérieur de la communication. Ils doivent promouvoir la liberté d'expression et le droit à l'information, veiller à ce que la réglementation relative à la communication publique soit bien appliquée et bien d'autres missions. C'est une lourde responsabilité que leur confère Barthélémy Kéré et ses pairs. Vous serez donc amenés à vous prononcer comme une juridiction sur des questions dont vous serez saisis. Chaque fois que vous serez sollicité, vous saurez faire preuve de professionnalisme, vous saurez faire appel à vos valeurs humaines, car de vos décisions dépendront assez souvent l'intérêt d'une foule immense de Burkinabés. Les Burkinabés et le monde des médias attendent beaucoup du CSC et de ses nouveaux conseillers. Les défis restent énormes pour réguler et les médias classiques et les discours de haine proférés sur les réseaux sociaux dans un contexte de crise sécuritaire. Ils en sont bien conscients. Vous savez que la situation que traverse le pays, le volet immédiat qui suit le système militaire, c'est vraiment la communication pour renforcer la cohésion sociale, certainement, et aguerrir aussi les professionnels qui aient tous les instruments pour être à la hauteur de leur challenge. Nous espérons vraiment le soutien et l'accompagnement de tous, une bonne compréhension, parce qu'avec les dernières décisions que vous voyez, nous sommes vraiment dans un tournant décisif de notre histoire. Et on pense qu'avec leur bénédiction et avec tout le collège, nous allons pouvoir relever les défis et réussir la mission qui nous est consignée. C'est la responsabilité. Je crois que cette prestation marque le début du mandat des nouveaux conseillers. Vous connaissez tous le contexte. Bon, le collège a des compétences assez variées, donc on va essayer d'être à la hauteur pour, une régulation apaisée des médias. Cette prestation de serment met ainsi fin au mandat en cours des membres du Conseil supérieur de la communication et cela intervient après la grande réforme voulue par l'exécutif au sein du CSC à travers l'adoption d'une nouvelle loi qui stipule que c'est le chef de l'État qui nomme désormais le président du CSC. Ces nouveaux conseillers ont un mandat de 5 ans, non renouvelable. La suite de ce journal, l'élan de solidarité pour alimenter le fonds de soutien patriotique, lui, se poursuit allègrement. 3 donateurs ont mis 25 millions de francs CFA dans la cagnotte. Les chèques ont été symboliquement remis au ministre en charge de l'économie et à celui de la fonction publique. Risnata Ouedraogo, Maximile Boudot. L'engagement des Burkinabés à l'alimentation du fonds de soutien patriotique se poursuit. Répondant à l'appel du chef de l'État, les travailleurs de la société minière Semafo contribuent à plus de 19 millions de francs CFA. À leur suite, 2 contributeurs, la promotion 1978-1982 du lycée Philippe Zenda Kaboré et le groupe des ressortissants de la province de Loudalan qui offrent respectivement à hauteur de 4,5 millions de francs CFA et 2 millions de francs CFA. C'est un montant qui permettra de prendre en charge l'équipement des volontaires pour la défense de la patrie et lutter contre le terrorisme. Nous pensons effectivement qu'avec cet apport, le gouvernement pourrait effectivement accélérer le processus de sécurisation de notre pays, que nous reconnaissons vraiment déjà en très bonne voie effectivement. Nous le vivons également dans nos contrées. Nous constatons au quotidien l'évolution de la situation. Et nous pensons qu'avec ce geste, si modeste soit-il, effectivement nos VDP, nos FDS, en tout cas, pourront avoir un peu plus d'équipement pour accélérer effectivement le processus de sécurisation. Pour ces acteurs, cette contribution marque l'engagement et la solidarité de leur structure auprès des autorités du pays dans la reconquête du territoire national, tout en remerciant les donateurs, les ministres en charge des finances et de la fonction publique invitent les populations à faire siennes les valeurs de patriotisme pour un Burkina résilient. C'est inqualifiable dans le bon sens. Il me manque les termes pour qualifier l'acte que vous posez ce soir à hauteur de 19 millions et quelques pour permettre à nos frères forces de défense et de sécurité et à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie de tenir bien et bon face à la douloureuse situation. Je l'ai aussi dit et répété que notre pays traverse une période difficile, mais nous allons nous en sortir.
Ce n'est pas la première période cette difficile que nous traversons, même si celle-ci est plus macabre. Mais nous n'allons pas nous en sortir parce que nous avons des arbres et des cailloux, mais c'est parce que nous avons des hommes. Grand H, pétris de toutes les valeurs. Au total, plus de 25 millions de francs CFA ont été reçus par le ministère en charge des Finances ce 25 janvier. Depuis le début de l'opération en janvier 2023, à ce jour, ce sont plus de 80 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour le fonds de soutien patriotique. Et vous le savez, comme tous les lundis, place maintenant à notre chronique Éco. Problème de gestion, difficultés financières, pénurie d'avions, oui, vous l'avez bien entendu, pénurie d'avions. La compagnie aérienne Air Burkina est pratiquement dans le rouge. La situation a été décrite par le ministre des Transports devant la Commission du développement durable de l'ALT. Comment en est-on arrivé là et surtout comment permettre à cette compagnie de mettre plein gaz? Élément de réponse, Archimède Boy. La compagnie Air Burkina traverse une zone de turbulence. Elle a besoin de l'appui de tous pour en sortir, indique la direction de la communication du ministère des Transports dans un communiqué repris par l'économiste du Faso cette semaine. Ce document révèle que Roland Somda, ministre en charge des Transports, était le 22 janvier dernier devant la Commission du développement durable de l'Assemblée législative de transition. Ce dernier a présenté la situation de cette compagnie nationale qu'il juge préoccupante. Privatisée 15 années durant, puis redevenue société d'État, Air Burkina, créée en 1967, s'est vue amputée fin 2023 lorsque Nordic Aviation Capital reprend ses avions, des embrayeurs qui servaient à transporter les passagers. Puis, un autre appareil ATR 72 est aussi repris par son propriétaire Jump Air. N'ayant plus d'avions, la compagnie nationale va louer chez Via Air, une compagnie centrafricaine, un Boeing 737-500 avec son équipage et ses pilotes. Mais cette acquisition ne fera pas long feu, note l'hebdomadaire économique, car l'équipage qui est biélorusse va bloquer les vols du Boeing 737-500 suite à des revendications salariales. Dans cette tourmente, c'est la compagnie malienne Sky Mali qui va voler au secours d'Air Burkina. Le Boeing 737-500 reparti chez son propriétaire fin décembre 2023, Air Burkina va louer un aéronef Embraer 190 auprès de Asia Aero Leasing, puis un autre appareil ATR 72. Ces avions vont lui permettre de reprendre les airs et de continuer d'exister. Aujourd'hui, plus que jamais, cette compagnie nationale a besoin d'un appui financier pour acquérir des aéronefs et sortir de cette zone de turbulence, surtout dans ce contexte où le pays veut affirmer sa souveraineté dans tous les domaines. On parle encore d'économie, mais cette fois-ci dans le secteur bancaire. La marque Bank of Africa fête son 40e anniversaire. Occasion pour BOA Burkina de dire merci à ses nombreux clients pour leur fidélité. Bamori Traoré, Amadou Diko. Implanté dans 19 pays en Afrique et en France, à travers un réseau de 17 banques commerciales, le groupe Bank of Africa célèbre ses 40 ans d'anniversaire. À cette occasion, BOA Burkina organise une semaine client. Objectif, remercier sa clientèle pour son attachement à la banque, mais aussi renouveler l'engagement de la banque à fournir un service de qualité à sa clientèle. L'objectif, c'est de pouvoir soutenir les PME, PMI et développer les opérations
trade génératrice de fortes commissions. Et enfin, tout ce qui est le digital. Nous sommes la deuxième banque du pays, avec un total de bilan de plus de 1000 milliards de francs CFA, des dépôts qui dépassent les 800 milliards de francs CFA. En 2022, nos résultats nets se situaient à plus de 25 milliards de francs CFA et je pense que ces résultats vont être confirmés en 2023. Des attestations de reconnaissance sont décernées à plus d'une centaine de clients. Un espace dénommé BOA Village est également organisé au siège de la banque pour présenter les différents produits et services de la banque. Vraiment, je ressens une joie d'être distingué, d'être reconnu par l'institution BOA. Voilà, oui. Je vais demander à la BOA de continuer d'améliorer la qualité du service rendu aux clients, surtout l'accueil et les prestations au guichet. Vraiment, je suis vraiment très content. Au nom de mon entreprise, GSN Wenpangan, et puis BOA aussi, on les remercie beaucoup pour les grands efforts fournis. 40 ans, vraiment, c'est un travail qu'ils ont fait. Donc, on les remercie aussi au fait qu'ils accompagnent les clients, surtout les employés à tout moment. Donc, nous, on est vraiment très contents. Le groupe Bank of Africa est né au Mali il y a 40 ans et s'est implanté dans plusieurs pays d'Afrique. Au Burkina Faso, BOA est présente depuis 1998. Pendant 48 heures, elle a tenu en haleine les habitants de la cité du Cavalier Rouge et tous les amoureux du coton et du textile. La 3e édition du CICOT a pris fin ce samedi, vous le savez, dans une ambiance assez festive. Abdou Aziz Ansari. C'est que les acteurs disent retenir au terme de cette 3e édition du Salon international du coton et du textile au CICOT, c'est la détermination affichée des autorités à faire du Burkina Faso le hub de la transformation de l'or blanc africain. Sur les 1,9 million de tonnes de coton produits sur le continent, seulement 1 à 3% sont transformés sur place, selon les statistiques. Ce qui engendre un manque à gagner en termes de création de valeur ajoutée et d'emploi. Il est maintenant temps de changer la donne à travers une véritable industrialisation du pays, estiment les professionnels de la chaîne de valeur du coton. Actuellement, nous avons seulement la filature avec Filsa qui utilise à peine 1 à 2% du coton. Tout le reste est vendu. Et quand ils prennent notre coton, ils vont aller faire de la filature. Ça fait de l'emploi, ça fait de la valeur ajoutée. Après la filature, ils vont faire du tricot, ils vont faire du tissage. Ça fait encore des chaînes de production, ça fait de la valeur ajoutée. Après, c'est encore, il y a la confection, il y a l'ennoblissement, ça fait encore beaucoup d'emplois qui se créent là-bas. Après, ils viennent nous les vendre encore. Donc vraiment, il est temps, si on veut vraiment vivre et avoir une valeur ajoutée dans la filière coton, il faut vraiment industrialiser. Avec ce CICOT-là, je pense qu'il est vraiment temps qu'on prenne les choses au sérieux. Parce que c'est vrai, chaque année, on fait les gros discours, les mêmes paroles, et on revient, c'est toujours la même chose. Et j'espère que ce dernier CICOT-là va nous amener à mieux réfléchir, à prendre les choses plus au sérieux. Pour sa part, le ministre du Commerce et d'Industrie rassure que des pistes prometteuses pour des partenariats potentiels ont été déjà trouvées à travers des rencontres d'affaires. Il s'engage à les fructifier dans une synergie d'action pour relever le défi du développement de la chaîne de valeur du coton au Burkina Faso et en Afrique. En effet, votre diagnostic sans complaisance de la filière coton textile, qui fait ressortir clairement la faiblesse de la transformation de la fibre de coton sur le continent africain, nous a permis de tirer beaucoup d'enseignements. Au regard des riches et féconds échanges qui ont eu lieu au cours de ces 2 jours de travaux, il me semble difficile de m'étendre sur tous les points qui ont été développés. Mais je me permettrai tout simplement d'évoquer ici quelques idées phares qui se sont dégagées. Il s'agit de l'urgence de développer des mécanismes d'industrialisation appropriés pour transformer localement le coton africain. La nécessité de prendre des initiatives courageuses pour relever le défi de compétitivité des produits textiles africains
notamment la professionnalisation de la mode vestimentaire pour tirer profit de la ZLECAf. L'innovation de cette édition 2024 du SICOT, c'est la tenue d'une conférence au sein de l'Université Norbert Zongo visant à renforcer les projets d'entrepreneuriat des étudiants dans le secteur du coton textile. Le Togo, pays invité d'honneur qui est à sa première participation à cet événement, apprécie l'initiative. Nous avons apprécié être là et nous aurions vraiment regretté si nous n'étions pas présents. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous savons tous que nous produisons du coton dans nos pays respectifs et nous sommes résolument engagés à transformer sur place ce que nous produisons et à ajouter de la valeur au coton produit au Togo, au coton produit en Afrique. C'est une bonne résolution avec laquelle nous partons au pays. Le Salon international du coton et du textile SICOT 2024, c'était 39 pays participants venus d'Afrique et du reste du monde, des conférences, 35 stands d'exposition professionnelle et 125 artisanales. C'est une profession assez peu connue du grand public et pourtant la géomatique n'est plus à démontrer en ce qui concerne son importance. Elle permet par exemple de donner des informations assez précises sur les déplacements de personnes et de mouvements à travers la télédétection. Le rôle pourrait être important dans ce contexte de crise sécuritaire. C'est ce que disent les professionnels de la géo-information et c'était à l'occasion de la 5e édition de la Journée nationale sur les systèmes d'information géographique. Archimède Boy, reportage. La géomatique permet entre autres de cartographier les zones à haut risque, de suivre les mouvements des personnes déplacées, d'optimiser la distribution de l'aide humanitaire, de gérer des ressources naturelles et de prévoir les impacts du changement climatique. Cette discipline est mise en exergue à cette 5e édition de la Journée nationale sur les systèmes d'information géographique. Aujourd'hui, au regard de la crise sécuritaire que vit le Burkina Faso, ces acteurs veulent aussi, à travers les nouvelles technologies, mettre leur expertise au service de la lutte contre le terrorisme. Une volonté saluée et appréciée par l'État burkinabé. Vous savez qu'aujourd'hui, notre pays traverse en tout cas une crise sécuritaire sans précédent. Et cela permet de pouvoir, à partir des nouveaux outils, que vous avez les drones et autres, de pouvoir observer l'espace avec précision et de nous permettre de pouvoir effectivement mener un certain nombre d'opérations que vous voyez toujours à travers les médias. Ça, c'est effectivement l'application du domaine des SIG. Dans le domaine des systèmes d'information géographique, les compétences ne manquent pas, soutient le président de l'association des professionnels de la géoinformation. À travers cette journée, il veut certes valoriser cette discipline, mais aussi et surtout encourager les décideurs à recourir à ces spécialistes pour orienter leur prise de décision. On a un lot de compétences qu'il faut valoriser. Et ces compétences-là, ce n'est pas forcément dans la géographie. Parce que je vous ai dit qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Vous avez des sociologues, vous avez des philosophes, vous avez des informaticiens, vous avez des photogrammètres, des spécialistes de la télédétection, des géographes bien sûr, des topographes. Vous voyez, donc, et quand vous faites le point, il y a des compétences. Maintenant, il faut que l'on puisse mettre l'accent sur le cadre normatif et que l'autorité puisse dire, bon, j'ai besoin de tel type d'information pour pouvoir spécialiser encore les gens. Cette 5e édition de la Journée nationale sur les systèmes d'information géographique est placée sous le thème « Contribution de la géoinformatique à la sécurité et à la résilience des populations ». À l'université Saint-Thomas d'Aquin, les années se suivent et se ressemblent. L'USTA vient d'être désignée meilleure université privée du Burkina Faso. De quoi célébrer les meilleurs étudiants qui se sont distingués au cours de l'année académique écoulée. Maxime Boudot. Classée pour la 4e fois consécutive meilleure université privée au niveau national par le ministère en charge de l'enseignement supérieur,
L'université Saint-Thomas d'Aquin célèbre ses lauriers. Une cinquantaine d'étudiants voient ainsi leurs efforts couronnés et reconnus par l'administration de l'université. Parmi les étoiles, Rebecca Dilman, inscrite en deuxième année de licence sciences agro-silvopastorales, obtient une moyenne annuelle de 17,20. Entre félicitations et encouragements, les étudiants sont invités à prendre comme modèle ce crack pour hisser plus haut le flambeau de l'excellence. Viser le haut a toujours été mon objectif et ça n'a vraiment pas commencé aujourd'hui. Bon, le secret, je dirais l'assiduité, comme je l'avais déjà dit, la ponctualité également au cours et les recherches personnelles, surtout ça. Déjà, j'ai choisi le domaine de l'agronomie parce que c'était ma passion. Et après les études, je voudrais devenir une grande agronome et pouvoir contribuer à lutter contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Ce succès est le fruit du corps professoral et celui des devanciers selon le professeur Pierre Guissou. Des qualités qui ont permis à 2 enseignants de l'USTA d'être promus par le CAMES durant l'année académique écoulée. Et pour demeurer leader, cette université catholique entend former l'homme en entier. Nous laissons les étudiants découvrir par eux-mêmes leurs connaissances concernant toutes les matières qu'on appelle aujourd'hui les unités d'enseignement. C'est les étudiants qui les découvrent. Maintenant, l'enseignant est un accompagnateur. Il y a beaucoup de stages pratiques qui font que les étudiants apprennent leur métier sur le terrain, surtout au niveau de master. Ça fait que facilement, ils sont déjà insérés parfois avant même d'avoir obtenu le diplôme. Ici, l'excellence a une origine divine. C'est pourquoi les premiers responsables de l'université rendent grâce au Seigneur à l'occasion de leur fête patronale. Au cours de la messe, Monseigneur Laurent Dabiré s'est appuyé sur l'exemple de Saint Thomas d'Aquin pour inviter les étudiants à la créativité, à l'innovation et à une vie de sagesse. La célébration de la fête patronale permet donc de se ressourcer dans la parole de Dieu, mais aussi dans la vie du saint patron, qui est une interprétation de l'évangile par sa vie, sa propre vie. Donc l'évangile d'aujourd'hui invite à imiter la foi et la simplicité de saint Thomas d'Aquin. L'instant est saisi pour bénir le nouveau bâtiment devant abriter l'administration. 13 membres de la chorale et le bureau des élèves sont aussi bénis et envoyés en mission. Durant l'année académique, ils vont travailler à l'enracinement de la foi et à l'amélioration du vivre ensemble au sein de la communauté universitaire. C'est un projet sanitaire qui a été mis en œuvre pendant 4 ans. Il vise à améliorer les systèmes de santé locale afin de réduire les risques de pandémie. Eh bien, le moment est venu pour les parties prenantes de son opérationnalisation de mettre en place son processus de dissémination. Et c'était au cours d'un atelier auquel a pris part Amindou Ouedraogo et surtout Justin Dabiré. Leur reportage. Cet atelier régional de dissémination vise à partager les résultats des recherches du projet Emerging Epidemic Improve Preparedness in Burkina Faso aux acteurs des sites locaux. Cet atelier vise également à permettre aux parties prenantes d'avoir accès aux nouvelles connaissances mises en évidence par le projet sur les questions spécifiques des maladies à potentiel épidémique au Burkina Faso. La question de l'épidémie est une question d'anticipation. Plus vous anticipez, plus vous pouvez commencer vite, plus vous pouvez impliquer les différents acteurs, mieux vous allez pouvoir, votre riposte va pouvoir être plus efficace. La recherche avait pour but de mieux comprendre la question de la détection des épidémies dans notre pays et la gestion en impliquant les communautés et les professionnels de santé. Lors de cet atelier, il sera également question de partager les résultats de recherche menées dans le cadre du projet. Il sera également question de bien structurer les actions à venir pour la bonne marche du projet. Nous avons quelque chose à proposer aux acteurs du système de santé et comme cette recherche a été développée avec eux, ils ont donc pris part à tout le processus de recherche. Aujourd'hui, nous pouvons dire que grâce à cette implication, il y a une meilleure compréhension des résultats de la recherche et une appropriation. C'est un projet vraiment qui a tout son sens, vu que le pays traverse depuis bon nombre d'années
des épidémies pour des maladies déjà connues par les grands publics et aussi des événements inhabituels qui surgissent. Le projet Emerging Epidemic Improve Preparedness in Burkina Faso, lancé depuis 2019 par l'Institut de recherche en sciences de la santé, IRSS, a pour but d'améliorer la préparation du système de santé local afin de réduire le risque de pandémie au Burkina Faso. Le projet est mis en œuvre dans 3 régions du Burkina, à savoir les Hauts-Bassins, le centre et le centre-est. On reste dans le secteur de la santé. Les technologistes biomédicaux veulent progressivement mettre l'ordre au sein de leur corporation et cela passe visiblement par la création d'un ordre national. Ils se sont réunis en atelier pour valider l'avant-projet de loi de leur création. Bamori Traoré, Archimède Boy, reportage. Environ 260 technologistes biomédicaux et un nombre important de laboratoires exercent dans l'illégalité au Burkina Faso, selon les chiffres officiels. Cette croissance exponentielle ces dernières années des laboratoires d'analyse médicale inquiète le monde des technologistes. Pour assainir ce milieu, ces techniciens de laboratoire réfléchissent pour la mise en place d'un ordre national des technologistes biomédicaux au Burkina Faso. Nous sommes devenus aussi nombreux et formés dans plusieurs écoles, les curricula n'étant pas maîtrisés. Et il faudra du personnel qualifié pour pouvoir exercer dans nos laboratoires de biologie médicale. La plupart, les constats ont été faits dans les discours, comme vous l'avez vu, des laboratoires qui emploient du personnel non qualifié. Voilà. Pour être technologiste biomédical, le minimum c'est de bac scientifique plus 3 ans de formation pour pouvoir exercer, faire une formation en biologie médicale pour pouvoir exercer dans les laboratoires. Et dans nos laboratoires, près de 35% sont des laboratoires qui sont gérés et en tous les examens sont fournis par du personnel non qualifié. Cet atelier qui fait office de validation de l'avant-projet de loi portant création de l'Ordre national des technologistes biomédicaux connaît la participation de ceux du Niger. Ces derniers sont venus s'inspirer de cette expérience en vue de la reproduire dans leur pays d'origine. Nous sommes d'abord un nouveau ordre. Nous sommes là en train vraiment de mettre les textes complémentaires en place. Et Inch'Allah, d'ici peu, l'ordre régnera dans le laboratoire partout au Niger. C'est surtout la réglementation donc, qui doivent travailler, le contrôle absolu sur nos différents laboratoires, que ce soit public ou bien privé. L'un de l'autre, l'objectif c'est d'avoir la qualité et de permettre aux agents de laboratoire de travailler en toute concentration et vraiment de trouver la satisfaction, de donner de la satisfaction à la population nigérienne. Prennent part à cet atelier de validation de l'avant-projet de loi portant création de l'Ordre national des technologistes biomédicaux du Burkina Faso, près d'une centaine de participants de divers domaines de la santé. Et nous entamons maintenant la dernière ligne droite de ce journal de football, Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, Côte d'Ivoire 2023. Et vous le savez, les 8e de finale ont débuté depuis ce week-end. C'est demain, mardi, que les étalons du Burkina affrontent les Aigles du Mali pour leur 8e de finale à Korogo. Vous pouvez le voir sur ces images, les étalons en plein entraînement avant d'affronter le Mali demain. Et même si les pronostics donnent le Mali vainqueur ou le Mali devant, eh bien, les joueurs, eux, semblent assez positifs. Ils font confiance à leur force. On écoute à ce niveau Cédric Badolo et le portier Kylian Nikema. Déjà, c'est un match qui est vraiment important pour nous en tant qu'acteurs et c'est aussi important pour notre peuple qui nous attend beaucoup. Voilà, parce qu'on n'a pas fait un bon dernier match face à l'Angola. On a eu des occasions, mais on n'a pas été réaliste. On a très bien joué, mais bon.
c'est le résultat qui compte dans le football. Donc on s'essaie de ça pour pouvoir vraiment bien se préparer face au Mali qui est une très bonne équipe. Et voilà, nous sommes pays frères, mais là il s'agit de défendre les couleurs de notre pays. Donc c'est dans un bon état, tout le monde est bien, tout le monde va bien, il n'y a pas de blessés, grâce à Dieu. Et ça fait vraiment plaisir en tant qu'acteur. On va tout donner parce que là, il ne s'agit pas de points. Contre le Mali, il faut juste gagner pour pouvoir se qualifier au prochain tour. Parce que voilà, c'est un match direct, il n'y a pas de retour et nous sommes en compétition. Donc il n'y a pas d'autre option, il faut gagner le match. Demain, c'est un grand match. On va jouer contre un bon adversaire, mais on a déjà fait beaucoup d'entraînements et nous sommes bien préparés. Donc j'espère qu'on va gagner ce match. C'est un grand match et les grands matchs sont joués sur les détails. Donc on doit être très concentré, pas faire des fautes inutiles. Et si on reste concentré, on joue un bon match. Et nous sommes très bons sur les détails, on va gagner ce match. On écoute maintenant les deux sélectionneurs en conférence d'avant-match. Hubert Velud le dit encore, même si les Aigles partent favoris, lui reste confiant. On écoute les deux coachs. Reportage Luc Pabelgem. Mali, Burkina Faso, 8e de finale de la 34e CAN ici au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Les deux sélectionneurs ont eu à s'expliquer devant la presse ce matin pour cette opposition entre ces deux pays voisins de l'Afrique de l'Ouest. Pour Hubert Velud, ces hommes ont toutes leurs chances, même si les étalons sont passés deuxième. Il a des joueurs qui ont de l'expérience. Notre avantage au Burkina, notre force aussi, à travers le match de demain, je pense, c'est aussi la grande expérience de nos joueurs, de ces matchs-là. Même si l'effectif global a été renouvelé, avec certains joueurs qui n'ont jamais participé à une CAN, mais quand même, on a une grande majorité des joueurs qui connaissent ces matchs-là et qui connaissent la CAN. Ça, c'est très important pour moi. Et ça, c'est plus important que le beau discours de l'entraîneur, même si ce que je veux apporter aux joueurs, moi, c'est mon aide, c'est aussi savoir les galvaniser, mais ça, ils me connaissent déjà, ça, c'est pas le problème. Mais l'expérience qu'ils ont entre eux, c'est un groupe qui vit déjà depuis des mois et des années entre eux, c'est plus important que le discours de l'entraîneur. La phase de groupe a été positive. Après, vous savez, même certains pays qui ont fini premier, ils ne sont pas mieux lotis des fois sur le 8e de finale. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important dans cette phase de groupe, c'est le travail, préparer l'équipe pour la suite. Pour Eric Sékou Chel, le sélectionneur des Aigles du Mali, ils vont jouer à fond ce match, que ce soit un pays voisin ou pas. L'objectif est d'aller en quart de finale. Il s'est présenté seul, sans son capitaine Amari Traoré, mais tout va bien côté infirmerie. C'est vrai que c'est un match avec un pays voisin, au même titre que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. Donc c'est toujours des matchs intéressants à jouer. Voilà, c'est des équipes qui ont un niveau très élevé. Voilà, ça joue très très bien au football. Le Burkina a un projet de jeu qui est bien établi. Le coach a beaucoup d'expérience et à la fois en Europe et en Afrique est capable d'emporter son équipe par une vision très intéressante. Nous aujourd'hui c'est un plaisir de jouer contre ce genre d'équipe. C'est également un plaisir de se confronter à ce niveau de la compétition avec des équipes de ce calibre-là. Et la vérité, c'est que c'est un plaisir d'être encore dans cette compétition. Nous, le but du jeu, c'est d'y être toujours dans un peu plus de 24 heures, on va dire. Aigle du Mali et Talon du Burkina Faso, la chance est à 80% pour le Mali, mais le Burkina Faso est habitué à jouer les troubles faits et la dernière participation des étalons, ils ont dû surmonter les Panthères du Gabon pour se hisser en quart de finale et ils comptent rééditer l'exploit, même si c'est face aux voisins maliens. Eh bien, la CAN, c'est vrai, c'est le ballon qui roule, ce sont les joueurs qui courent et puis ce sont aussi des journalistes qui filment, qui interviewent, mais surtout qui font des photos. Je vous propose maintenant
Le portrait de Arlette, une photo-reporter burkinabé à sa toute première expérience de CAN. Portrait signé Arsène Koditamde. Regardez. La photographie sportive est un milieu vers lequel peu de femmes pour l'instant osent braquer leur objectif. Dans cette profession au visage masculin, Arlette Laetitia Gomina tente de se faire une place. C'est difficile, mais je peux dire que dans tout métier, tout est difficile. Il n'y a pas un métier qui est facile ou un métier qui est proprement donné aux hommes. Voilà. Le métier que les hommes font, les femmes aussi peuvent le faire, et même très bien. Arlette est journaliste de formation. Après son diplôme, c'est plutôt vers la photographie qu'elle se tourne. Sa passion pour la photographie sportive naît quand elle découvre le profil de Béatrice Nicole sur les réseaux sociaux. C'est cette Ivoirienne qui a déjà couvert 9 Coupes d'Afrique des Nations qui lui inspire sa nouvelle vocation. C'est une que je suis sur les réseaux sociaux, que j'ai même eu l'occasion de rencontrer ici, qui m'inspire vraiment. Elle m'a surtout encouragée parce qu'elle m'a dit que ça faisait sa 9e CAN. Donc, elle a dit qu'au moment où elle commençait, il n'y avait pas assez de femmes. Et voir quelques femmes actuellement dans la CAN, ça lui fait vraiment plaisir. Elle nous a encouragés à aller de l'avant, à encore inspirer d'autres femmes aussi à se donner à la photographie sportive. Elle commence d'abord par couvrir des événements sportifs dans certains quartiers de Ouagadougou. Au pays, oui, d'autres événements sportifs au quartier avec des maracanas. Et maintenant, je peux dire que le level est assez différent parce qu'ici, ça bouge beaucoup. C'est une compétition internationale et la CAN, c'est une première expérience pour moi dans la photographie sportive. De sa jeune carrière de reporter photo, la CAN 2023 est une aubaine pour grandir. Elle met donc la main à la poche pour s'offrir le déplacement en terre ivoirienne. Un investissement coûteux mais passionnant professionnellement. Personnellement, je suis à mes propres frais pour cette compétition et j'avoue que c'est un peu difficile parce que, comme je vous l'ai dit, je n'étais pas proprement dit dans la photographie sportive. Et pour la photographie sportive, il faut un matériel adéquat. Et je n'avais pas ce matériel-là. Et quand je suis venue à Abidjan pour ça, il me fallait à chaque fois louer des appareils pour pouvoir participer au match et pouvoir faire de belles photos. Ce qui fait que c'est un peu compliqué. Donc, ce que je fais, c'est de cibler les matchs, surtout les matchs du Burkina, voilà, pour louer le matériel, pour pouvoir faire les photos. Dans ce milieu, Arlette peut compter sur des devanciers pour lui tenir la main. Bruno Kiemtouri exerce depuis plusieurs années. Il n'hésite pas à la guider pour qu'elle améliore la qualité de sa production. Dans le milieu, ce n'est pas simple. En tant qu'homme même, ce n'est pas simple, n'en parlant pas de femmes. Mais j'espère qu'avec le temps, elle va pouvoir s'adapter. Et au match d'ouverture, c'était pas ça. Et elle-même, elle était à côté de moi. Donc je lui ai dit pourquoi tu ne fais pas. Elle dit que non, qu'elle veut observer d'abord, voir comment on fait. Voyez, donc, mais deuxième match là, non, ces images c'était super. En plus aussi, comme c'est un travail physique, c'est physique, il faut être tout le temps mouvementé, donc c'est pas simple. Même si elle n'est qu'à ses premiers pas, Arlette espère écrire son nom en lettres capitales dans le livre d'or des photographes sportifs. Mais entre son rêve et sa matérialisation, il faudra encore beaucoup de travail et elle se dit prête à relever le défi. Je vous le disais, c'est donc demain que le Burkina Faso croise le Mali pour son 8e de finale de cette CAN. En ce moment, c'est la Côte d'Ivoire qui croise le fer avec le Sénégal et c'est vraiment le fer. La Côte d'Ivoire est menée sur le score de 1-0, but inscrit dès la 3e minute. Le match est en cours pour l'instant. On reviendra en de plus brefs détails dans nos prochaines éditions. Bonsoir et puis rendez-vous demain à la même heure, 19h30. Au revoir.